utile à notre insu. Alors ici, nous avons le sujet enquête sur l'enfer numérique, l'impact environnemental de nos vies connectées. Numérique, voyage au bout d'un like. Première question, est-ce que liker est dangereux pour la planète? Si je like Facebook ou un profil sur un réseau social, Philomène Robert, si vous en avez un, je ne pense pas qu'un seul like soit en soi dangereux. Alors, il faut juste se rappeler que nous likons des milliards et des qu'est-ce qui milliards est et des milliards dit? de fois et que nous envoyons On va essayer de regarder, d'avancer plus. Inch'Allah. Et que nous avons besoin de la donnée pour une nouvelle or noire du XXIe siècle. L'or noir du XXIe siècle. Donc on va juste retenir les principaux mots-clés qu'il donne. De l'impact écologique de toutes ces interactions numériques, dont le like n'est qu'un symbole, alors oui, effectivement, ça a un impact sur la planète, ça a un impact écologique, et c'est potentiellement dangereux. Dans votre livre, Et c'est potentiellement dangereux. vous décrivez tout un efframent qui entoure ce fameux like. Vous dites qu'en utilisant cette technologie, on n'a peut-être pas conscience de faire appel à ce qui est peut-être la plus vaste infrastructure jamais édifiée par l'homme. De quoi parlez-vous? Infrastructure jamais la plus édifiée par l'homme. Donc on parlerait de la bête. L'enfer numérique ici. L'enfer. Donc les câbles terrestres et maritimes. Il va être stocké dans des centres de stockage de données, des data centers. Nous en avions déjà parlé dans Ali Sekin, grâce à la permission d'Allah. Mikala. Donc une gigantesque infrastructure qui est composée de toutes ces infrastructures que j'ai mentionnées. Et donc c'est en train de constituer effectivement ce qui va être bientôt la chose la plus vaste construite par l'espèce humaine. Et on n'en a pas conscience parce que le téléphone portable, il est beau, il est agréable au toucher, il dégage une espèce de virginité, de pureté. En fait, c'est ça le mal. Steve Jobs a créé la bête, quoi. Hein. On se retrouve avec un bel objet, mais qui du coup n'est pas en mesure de nous faire comprendre combien c'est vachement complexe ce qui se passe derrière un téléphone apparemment simple, et tout ce qui se passe derrière ce qui est beau, en fait, c'est sale. Donc, il dit derrière ce qui est beau, c'est sale. Donc, à l'envers du décor du smartphone, c'est super beau, mais derrière tout ça, derrière les coulisses, c'est sale. Le tout dans quel but? De la puissance, de la vitesse et aussi du choix de notre temps. Qu'est-ce que le choix doit faire là-dedans? Derrière tout ce que nous avons, derrière tout ce que nous envoyons, les lives que nous envoyons, il y a la puissance de la c'est vraiment la triple recherche de puissance parce qu'il faut que l'on puisse donner sur les data centers, à travers les data centers et les câbles sous D'accord. De la vitesse parce que je suis très pressé sur Internet. Je ne veux pas attendre une seconde ou 2 secondes de trop pour que la page de... Donc il dit qu'il y a des data centers en Arctique et un peu partout dans le monde. Et qu'en Arctique, ils ont trouvé le bon plan. Pourquoi? Parce que là-bas, comme les data centers, ça chauffe énormément. Donc il faut énormément d'eau et d'électricité pour refroidir ces salles. Alors qu'avec en Arctique, tu as juste... Voilà. Là, il va expliquer. Soit, il y a un fait, par exemple Facebook en 2013, qui a littéralement délocalisé, relocalisé tous les comptes Facebook et nos amis Facebook dans le cercle arctique sous des mètres de neige, parce que là-bas, il suffit de renouveler à la porte du data center pour refroidir le data center naturellement. Continuité de service, parce que selon vous, le soleil ne se couche jamais sur le réseau Internet. Tout cela cause la pollution digitale, notre obésité numérique, c'est encore un mot. Voilà, donc la obésité numérique. À cause de la pollution numérique. Si le numérique était un pays, il se classerait au 4e rang des consommateurs d'électricité derrière la Chine. 4e rang d'électricité derrière la Chine et les États-Unis. Google a autant de courant qu'une ampoule allumée pendant 1 à 2 minutes. Vous épinglez, Guillaume, pour la génération climat. Ah, voilà. Donc là, c'est pour les jeunes. La génération climat qui se revendique écologique. Il faut qu'elle comprenne les choses. Donc pour les enfants, Yacine. Je pense qu'elle a raison de nous mettre face à notre contradiction environnementale. Nous, les générations plus âgées, en pointant trop de consommation de viande, des vols
en avion, qui nous sert peut-être à rien. Trop de consommation de viande, on en a déjà parlé. Cette génération est aussi celle qui utilise le plus. C'est aussi de la pollution. Et j'étais très frappé par un chiffre, alors ça vaut pour la France, mais on pourrait peut-être l'étendre à certains pays africains, c'est qu'un jeune de 25 ans, en France, il a déjà eu entre ses 25 téléphones portables, et il en est à son 6e. C'est un chiffre qui me sidère. C'est vrai. Et les jeunes consomment énormément de vidéos en ligne, ils sont accros aux réseaux sociaux, et finalement, il y a d'un côté une quête et une envie de la part de cette génération climat de faire bien de la planète, et d'un autre côté, il y a cette surconsommation de produits numériques avec un impact écologique énorme. Donc est-ce que finalement, d'un côté, la génération climat ne reprend pas ce qu'elle a donné de l'autre main? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? La génération climat serait-elle vraiment la génération de la lutte contre le réchauffement climatique? En d'autres termes, Guillaume Pitron, cette génération climat, est-ce qu'elle est schizophrène? Est-ce qu'elle est mal informée? Est-ce qu'elle est hypocrite? D'abord, je pense qu'elle est mal informée. Je pense qu'il y a un manque d'information, on ne sait pas tout ça. Est-ce que nous avions conscience? Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas tout ça. Et c'est pour ça que nous avons fait plusieurs vidéos en ce sens. De connaissances, qui étaient là. Je vous invite à revoir Alice Ekin, Inch'Allah. Nous savons que c'est un peu moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est plus que le secteur civil aérien mondial. Donc je pense qu'il y a un problème d'information. Après, elle est certainement schizophrène, parce que, bon, tout de même, je pense que un jeune a quand même conscience complètement virtuel, que le virtuel c'est pas très bien. Hypocrite, j'irai pas jusque-là. Mais en fait, on n'arrive pas à se déconnecter du téléphone et de l'internet parce qu'on est devenu addict. Des informations, oui. Et puis surtout, schizophrénie, je vous l'accorde. On nous empêche l'information. Toujours autour de cette question dans le monde réel digital, les déchets numériques, les déchets électroniques. Qu'est-ce que vous en dites dans votre texte que vous pourriez partager justement avec nos téléspectateurs? Un téléphone portable, dans l'esprit de son concepteur, Apple par exemple, ou une autre entreprise, Samsung, qui fabrique des téléphones portables, c'est pas fait pour demain. Je le fais de façon un peu simple, mais il y a ce qu'on appelle l'obsolescence. Donc la batterie va être collée au téléphone, et il suffirait de changer la batterie si elle est dysfonctionnelle, mais en fait, comme elle est quelquefois collée au téléphone, on va la changer. On va changer le téléphone aussi. Quelquefois, c'est une obsolescence qu'on appelle logiciel. Là, vous avez un vieux téléphone, mais le nouveau logiciel, l'operating system, OS qui est dessus, lui, ne peut plus être mis à jour parce que le téléphone est trop vieux. Donc vous allez jeter votre téléphone qui fonctionne parce qu'il y a une incompatibilité avec le logiciel. Et puis il y a une obsolescence structurelle, parce que cette option c'est-à-dire qu'en fait, votre iPhone 12 fonctionne bien, mais vous allez acheter l'iPhone 13 qui va rien sortir parce que c'est branché. Et ça crée du déchet. Et donc ça veut dire que c'est des téléphones qui soit sont revendus, alors tant mieux si c'est revendu, soit c'est du déchet. Et ces déchets, ils partent notamment, on le sait, en Chine, ils partent en Afrique. Alors il y a des jeunes militants européens qui essaient de faire revenir ces vieux téléphones dysfonctionnels des décharges africaines vers l'Europe, dans le sens inverse, pour responsabiliser le consommateur européen. Mais effectivement, c'est aussi un impact écologique pour l'Afrique. Vous dites dans votre livre que cette virtualisation générale du monde n'en est qu'à ses débuts, puisqu'en 2030, les géants du net auront connecté la totalité de l'humanité au web. Face à ça, il y a ce que vous appelez, Guillaume Pitron, les frugaux résilients. Qu'est-ce que c'est que cette espèce? En fait, beaucoup de gens que j'ai rencontrés durant ces 2 ans que j'ai passé à enquêter imaginent un Internet plus propre. Ce serait quoi un Internet plus propre? Ce serait quoi un numérique plus vertueux? Certains pensent que ça passe par la technologie, d'autres pensent que ça passe par des restrictions individuelles à notre façon de consommer Internet. C'est assez liberticide. Et puis il y a les frugaux résilients qui sont ce qu'on appelle notamment les makers. C'est un phénomène qui a pu naître notamment à Amsterdam. Et en fait, ce sont des gens qui pensent qu'il faut ne pas cesser de réparer sans cesse les produits, de se rassembler dans ce qu'on appelle des Fab Labs. Ce sont des tiers-lieux où on se rassemble dans des usines, des ateliers. Ouais, ça va pas réparer les téléphones, c'est pas ça qui va faire que... Et ça, ce sont les frugaux résilients qui agissent à l'échelle locale. Mais bon, je pense que après, c'est à chacun de... C'est à chacun de connaître sa consommation en Internet, peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que se défaire... Ce sont des gens qui appellent à une forme de sobriété numérique. Merci beaucoup. Voilà, on appelle à une forme de sobriété numérique, mais... Voyage au bout d'un like. Qu'est-ce que c'est que la sobriété, en fait? Parce qu'en fait, par exemple, la France 24, c'est un journal d'information, et il est obligé obligé d'informer, quoi. Donc, en continu, s'il le fait pas, ça sera un autre qui le fera. Par exemple, nous, on prêche sur Internet, si on ne le fait pas, donc il y en aura un autre de toute façon qui va le faire.
Mais maintenant, la question, c'est de savoir à quel rythme, à quelle fréquence et quel est le contenu le plus important et à quel moment, sachant que tout va très vite. Donc, aujourd'hui, on a une information qui tombe, on est obligé de la partager, entre guillemets, obligé, parce que, voilà, on est dans l'instant. Parce que les prises de décision, il faut les prendre assez vite, il faut avoir un consentement éclairé, il faut être informé pour pouvoir prendre des bonnes décisions et être averti et prendre les bons jugements. Et si on n'a pas les informations en temps et en heure, et qu'on n'a pas les analyses en temps et en heure, et qu'on n'a pas les prêches en temps et en heure, etc., bah, ça va être un peu compliqué de statuer et de décider assez rapidement et dans les bonnes conditions. Donc, en fait, quelle est l'information utile, quelle est l'information pas utile? Hier encore, on me disait, oui, prends les informations qui te semblent utiles et partage-les. Sauf que on ne sait pas quelle information est utile pour l'un et quelle information est inutile, en fait. Tout est utile, en fait, on va dire, entre guillemets. Comme tout est inutile. Tout est utile comme tout est inutile. En fait, ça dépend de comment tu es, avec qui tu parles, qui s'intéresse à ton contenu. Voilà. Est-ce qu'on doit se focaliser sur le nombre de vues qu'on a ou le nombre d'abonnés? On voit bien que YouTube nous maltraite, entre guillemets, en nous enlevant 2-3 j'aime, en nous enlevant des vues, en nous enlevant des abonnés. On ne sait pas pourquoi. Donc si on doit se fier à ça, je pense qu'on ne fera plus de contenu. Et de plus, comme dit Allah dans le Coran, le fait de sauver une vie, c'est comme avoir sauvé l'humanité. Donc peut-être que le fait de prêcher juste pour une seule personne, admettons, on n'est qu'un abonné sur la chaîne, et que cette personne ait les cours et que ça lui rend service pour lui-même, ben, pour lui, quoi, en fait. Même si c'est qu'une seule personne, mais c'est comme si on avait rendu service à l'humanité. Donc voilà, c'est ça, en fait. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait nous dire que on est dans un... on est dans un bon dosage. Imran, s'il te plaît, je suis en train de faire un travail. Tu vas faire ton travail également. D'accord? Vas-y. On ne va pas retourner à chaque fois sur le même sujet. D'accord. Chacun fait son travail et j'arrive. D'accord? Voilà, donc, par rapport à ça, donc là, par exemple, cette information que je viens d'avoir et cette vidéo vient de se publier il y a 4 heures, vous voyez? En fait, on est un peu forcé, on va dire, de regarder systématiquement les informations, l'actualité pour voir ce qui s'y fait et tout. Alhamdulillah Blalamin, que notre Seigneur nous aide en fait dans cette recherche, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe, mais grâce au flux d'actualité et grâce à Allah, tout simplement, il nous met assez facilement et directement les informations utiles à nos recherches. Mais imaginez si on doit faire des veilles de recherche nous-mêmes, tout le temps, constamment et tout, ce serait impossible. Ce serait impossible. Donc, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est qu'il est important de parler avec notre nouvelle génération de ce constat, en fait. C'est ce constat d'obésité numérique. C'est pour ça que tout ce qu'on a fait depuis Alice Kin et jusqu'à maintenant avec plusieurs autres YouTube, grâce à Dieu et par la permission du Seigneur, il y a ce terme d'obésité, de cholestérol. Il est important de connaître, par exemple, que quand vous avez un excès dans le comportement, Imran, attention, quand vous avez un excès dans le comportement, par exemple, vous regardez trop les films ou les vidéos, ou peu importe, vous êtes trop sur Internet et tout, ça s'appelle de l'obésité numérique, d'accord? À partir du moment où on parle d'obésité, ça fait penser à tout ce qui est engraissement, d'accord? Nous avons déjà parlé de tout ça, tout ce lexique avec les vaccins, notamment avec les lipides. Dans les vaccins, il y a des lipides, il y a du cholestérol, d'accord? Donc,
le mauvais cholestérol conduit à des graves problèmes de dysfonctionnement dans le corps humain. D'accord? Moi, par exemple, je vous ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'avais la goutte. Et la goutte, c'est une sorte de maladie qui est liée à un taux de diabète, de sucre et de cholestérol mélangé, tu vois. Et pourtant, je mange pas plus que ça de goûter, ni je mange pas trop de gras et tout. Et en plus, je privilégie l'huile d'olive pour justement avoir du bon cholestérol. Mais il s'avère que, comme je vous l'avais déjà dit, de manière spirituelle, Monseigneur Allah m'a mis du vaccin, en fait, dans le corps, de manière spirituelle, de manière imagée. Donc, du coup, j'ai un taux de cholestérol élevé, prédisposé. Il y a aussi le fait que, par exemple, si vous avez des dettes, donc c'est mon cas, des grosses dettes, de très lourdes dettes que vous n'arrivez pas à payer, ou vous êtes... voilà. Donc il y a aussi ce genre de choses où notre Seigneur Allah, donc par justice en fait, par justice divine, il faut bien qu'il vous montre un peu les effets néfastes de toutes ces erreurs, d'accord? Et donc ça, c'est le fait d'avoir voulu cumuler autant de richesses par l'usure et tout ça, par l'endettement et tout. Bah ça, c'est de l'obésité. Ça s'appelle pas de l'obésité numérique, mais ça s'appelle de l'obésité capitalistique ou financière, tu vois. Donc il y a tout ça qui se met en place. Vous avez également, donc du coup, la réponse au châtiment de tout ça, de tout cet excès, c'est le vaccin. Le vaccin, le pass sanitaire, les contraintes et tout qu'on a actuellement. Donc pour se défaire de toute cette obésité et de ce shirk un peu, tu vois, parce que l'obésité c'est vraiment de l'excès, c'est de la gourmandise, c'est de la luxure, voilà, c'est des péchés qui vont pas dans le sens du tawhid, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le veau d'or. Voilà, tu vois, le veau d'or, la luxure, les bijoux en or qu'on brade comme ça sur place publique et tout. L'allégeance à l'or, à la luxure, tu vois, l'allégeance à la luxure, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? C'est la vengeance de Al-Baqarah, sourate 2, Al-Baqarah, la vache. Du coup, d'ailleurs, il y a quoi d'autre? Il y a eu là, hier, la vache folle. En Angleterre, il y a eu un cas de vache folle. C'était juste un seul cas. Mais après, ils l'ont mis de côté et tout, on ne sait pas. Mais ce que je peux vous dire que, voilà, les épisodes tels que la vache folle, des choses comme ça qui se transmettent à l'homme, c'est aussi une forme de châtiment par rapport à notre obésité, notre gourmandise, nos comportements excessifs et l'associationnisme, le shirk, tout ça. Quoi d'autre? Donc l'obésité numérique, comment on peut s'en défaire? Comment on peut parler de ça à nos jeunes? Déjà leur réduire le taux de jeux vidéo, de télévision et d'internet. Et il faut vraiment en fait prendre ce travail à bras le corps. Et c'est très compliqué, très très difficile, je le conçois. Moi, avec mes jeunes, par exemple, mes enfants, c'est très compliqué parce que les dessins animés prennent de plus en plus de place, d'autant plus que quand j'ai un travail à faire, des fois, il faut que je mette des dessins animés, sinon ça va pas, on n'y arrive pas, quoi, on s'en sort pas. Là, ils commencent à comprendre un peu plus, les enfants, que c'est pas bien de trop regarder, voilà, on arrive à parler sans crier, sans se fâcher. Donc ça, c'est déjà une bonne prise de conscience. Parce que sinon, des fois, il y en a qui pleurent, des enfants qui pleurent parce qu'ils veulent absolument regarder tel ou tel dessin animé et tout. Voilà, c'est très compliqué pour les parents. Et en plus, quand on se dit, nous, en tant que parents, on va regarder juste, je sais pas moi, une émission pour le travail, pour apprendre l'alphabet arabe ou des trucs comme ça. Mais après, ça va vite dans un engrenage de publicité complètement à côté de la plaque ou bien des
des suggestions d'autres vidéos qui sont tout aussi alléchantes. Et après, ça, voilà, ça devient un cercle vicieux, même pour les parents, ça devient vraiment un truc infernal parce qu'on a du mal à s'arrêter et on veut toujours apprendre plus, apprendre plus, apprendre plus. Donc voilà, il faut être dans la fermeté et en même temps être dans l'alternative, c'est-à-dire trouver autre chose. Et le autre chose, c'est le dehors. Et on peut rester des heures dehors, mais il faut savoir quoi faire. Il faut savoir être aussi dans la proposition, dans la force de proposition. C'est-à-dire que si tu vas dehors, mais que tu sais pas qu'est-ce que tu vas regarder, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas ce que tu vas faire, comme tu vas apprendre quoi, tu vas leur apprendre quoi, tu vas enfin, au bout d'un moment, ils vont juste jouer au chat et au loup, et puis c'est tout. Enfin, derrière, il faut quand même que tu leur apprennes quelque chose, il faut que tu aies des idées, il faut que tu aies du contenu. Si sur Internet, les enfants sont passionnés, c'est parce qu'il y a du contenu, il y a des choses intéressantes, c'est toujours, il y a de la dopamine, il y a de l'adrénaline, c'est-à-dire il y a toujours des nouvelles sensations. Waouh, j'apprends des trucs, je suis super content, et puis même si j'apprends rien, de toute façon, c'est toujours agréable comme sensation, je suis posée, et j'ai l'impression de vivre quelque chose de super, quoi. Donc c'est ça en fait, c'est cette ambiance de super. Qu'est-ce qui se passe, Moïse? Bon, voilà, donc je vous laisse. Attends, j'arrive. Donc voilà, je vous laisse en tout cas sur cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais en tout cas, ici, nous pouvons prendre conscience que nous n'avons pas à nier que nous sommes dans une obésité numérique, que cette obésité numérique conduit aussi au fait que la planète brûle, parce que comme il l'a bien redit et que j'avais déjà dit sur Al-Sekin par la permission et la grâce d'Allah, que les fils, là, les data centers, tout ça, ça surchauffe. Et en plus, ça surchauffe tellement que bon, après, ça crée des dysfonctionnements planétaires partout, quoi. Et ça fait le réchauffement climatique dû également à Internet. Donc après, il ne faut pas dire oui, oh non, il y a le projet HARP et tout. Enfin, il y a aussi l'Internet, quoi. Notre façon de consommer tous les jours Internet, faire l'Internet, les emails, tout ça, quoi. Le téléphone et tout. Donc il faut vraiment être franc, sincère envers nous-mêmes, nous en tant que consommateurs lambda. On a beau dire oui, tel politicien il est nul et tout, mais si nous-mêmes on ne se prend pas en main et on ne regarde pas comment on éduque nos enfants, comment nous-mêmes on est éduqués, comment on incite tout le monde à faire la folie numérique ou la folie des crédits bancaires ou la folie de la bourse ou la folie des actions ou la folie des dividendes ou la folie de la nourriture compulsive. Il parlait encore de la consommation de vaches. Tout ça, on en a déjà discuté. Et la consommation de vaches aussi, ça, c'est des choses qui doivent être limitées, tu vois, hein, c'est pas quelque chose qu'on doit manger tous les jours comme ça. Donc voilà, je vous laisse, prenez soin de vous. Cette vidéo, en fait, elle clôture l'ensemble des travaux que j'avais mis sur Al-Sekin et partout sur plusieurs YouTube que j'ai fait. Et donc, j'en suis très, très, très reconnaissante envers mon Seigneur, Alhamdulillah Abdalamin. Et pour finir, Moïse, tu patientes 2 secondes, s'il te plaît, j'en ai presque fini. Et pour finir, je vais vous lire donc du coup un courrier que j'ai fait ici rapidement. Un courrier, donc Madame, Monsieur le créancier, je sous-signais au nom de mon Seigneur, Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux, être le serviteur moi-même, que je me nomme, né j'ai contracté donc chez vous plusieurs contrats de crédit bancaire. Malheureusement, je ne dispose plus aucune trace écrite à ce jour. J'ai tout perdu en fait. Et je tenais à vous informer de mon incapacité à rembourser l'ensemble de mes dettes, puisque je ne dispose d'aucun revenu salarial ni patronal. Bénéficiaire du RSA, je rencontre des difficultés pour ma vie quotidienne, mais fort heureusement, merci mon Seigneur. Je loue et remercie mon Seigneur pour ce droit de minimum vital. La société nous laisse de moins en moins de choix quant à l'accès d'un emploi décent et qualifié. Et sans cette obligation et pression sanitaire et sans cette discrimination au port du voile pour certaines entreprises, je vous demande de bien vouloir prendre au sérieux ma demande d'effacement
de l'ensemble de mes dettes car je suis démunie et sans ressources. Je vous demande pardon pour l'incapacité d'honorer mes engagements, mais à la suite de mes différents accidents de la vie. Donc après, je raconte un petit peu mes problèmes. Mais ensuite, je parle donc du fait que j'ai contracté un engagement avec le RSA comme quoi je faisais la priorité d'éducation à mes enfants. Et que ma conversion à l'islam m'obligeait donc à honorer mes engagements de créance, sauf pour les prêts avec usure qui déclarent donc l'ensemble des contrats contractés sur la loi divine nuls et non avenus. Après mon réveil spirituel et ma prise en compte de différents moyens d'asservissement mis en place par notre société, passe sanitaire, vaccin, je constate que le citoyen que je suis se voit bloqué dans un trou à rats. Je regrette, mais je vous signale que votre établissement ne prend pas en compte la loi d'Allah qui est au-dessus de toutes les lois humaines. Lors de ma signature des contrats bancaires, je n'étais pas au courant des lois d'Allah. Il aurait fallu le mentionner, ainsi que le fait d'être en mesure d'être gracié en cas d'incapacité, d'insolvabilité. Donc, j'ai pas terminé mon courrier, je vais le retravailler de toute façon pour que ça soit beaucoup plus compréhensible et tout, et que ça tienne sur une seule page. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que notre société ne nous laisse pas le choix. Normalement, on devrait marquer, oui, vous contractez un contrat de crédit bancaire, faut vérifier votre capacité à rembourser la dette. Donc ça, c'est bien mentionné, sauf qu'ils ne mentionnent pas le fait que la loi d'Allah leur interdise de faire des crédits bancaires avec usure. Et ils ne disent pas que la loi d'Allah, ils ne le mettent pas en fait. Ils devraient le faire. Ils devraient le faire pour qu'il y ait un consentement éclairé jusqu'au bout. Sinon, c'est un contrat nul et non avenu. Ça, il faut le dire. Si vous ne le dites pas, c'est comme si vous consentez au fait que c'est comme si vous êtes d'accord de rester encore enfermé dans ce système emprisonnant et aliénant, alors que vous avez la possibilité de dire ouvertement leur tort. Et par écrit, vous pouvez le dire, donc faites-le. À la Banque de France également, vous pouvez leur écrire, parce que de plus en plus, en fait, la Banque de France, elle avait le pouvoir de vous gracier, sauf que de plus en plus, ils mettent en place des lois pour que vous soyez aliénés et que vous ne puissiez plus être graciés, alors que le Sourate 2, Al-Baqarah, verset 280, dit que si vous n'arrivez pas à payer, vaut mieux que la personne, le créancier, vous grace et par charité, du coup, efface la dette. Voilà, c'est mieux pour elle, pour le créancier. Voilà, donc j'en ai fini. C'est à vous de prendre vos dispositions, d'y croire également, parce que c'est vrai que c'est très facile de faire une lettre comme ça par brouillon, mais après l'envoyer, c'est autre chose. Et y croire, c'est aussi autre chose, sauf que ça marche. Il faut y croire, il faut le faire pour vous libérer. Inch'Allah, amin, je vous laisse. Salam, ciao.